La ville de Malbork fut fondée en 1274 sur la rivière Nogat par les chevaliers teutoniques. Désormais bien implantés à Toruń et Chełmno, ils construisent ici, à partir de 1280, la plus grande forteresse gothique d'Europe, qui sera la capitale de leur état monastique. Le château haut, l'église Notre-Dame et la tour du Calotin, reconstruits à l'identique, statues incluses, après les destructions de 1945. À partir de ce château fortifié, les chevaliers teutoniques collectent des péages et imposent un monopole sur le commerce de l'ambre. La ville deviendra plus tard un membre important de la Ligue hanséatique. Passé la première porte, on longe les douves, les murailles et les tours de guet, protégeant le bas château. Malbork, dont la construction se poursuivra sur 250 ans, est composé de 3 châteaux imbriqués les uns dans les autres. Chaque château possède son propre système de défense. Un faucon. Nous sommes dans la partie la plus récente, construite au XIVe siècle. Là se trouvaient les marchands, mais aussi une grande armurerie où étaient stockés canons et matériel militaire, et un grand entrepôt, le Carwan. On y trouvait aussi une brasserie, des étables, une fonderie de cloches et même l'église Saint-Laurent et une infirmerie pour les serviteurs du château. Sur la porte qui mène au château moyen, on voit une statue de la Vierge. Elles sont nombreuses dans toute la forteresse car l'ordre avait la Vierge Marie pour sainte patronne. De même que les ordres guerriers voisins comme les chevaliers porte-glaive qui viendront un jour renforcer les troupes trop faibles des Teutoniques. À travers un pont-levis puis un passage à la longueur impressionnante, on débouche dans la cour du château moyen. Ces constructions de briques rouges au style typique, rappelant celui des villes de la Hanse, sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce château était le domaine des chevaliers. Dans la cour moyenne, juste devant l'entrée du haut château, fut érigée en 1877 une statue de Frédéric le Grand, entouré des grands maîtres teutoniques. En incorporant les statues des grands maîtres au piédestal sur lequel trônait Frédéric, ils devenaient les soutiens et la justification de l'État prussien. Avant même la création du musée du château en 1961, la statue de Frédéric avait disparu. Seules sont restées les statues des grands maîtres, rénovées et exposées. La façade extérieure du palais du grand maître avec ses colonnes octogonales en granit. Dans le château moyen, on trouve le réfectoire, la plus grande salle du château avec sa voûte remarquable, la cuisine, l'infirmerie et le palais du grand maître. Là résidaient aussi les chevaliers en visite. Une troisième large porte avec herse, douve et pont-levis nous amène dans la petite cour du château haut. À l'origine, y sont bâtis une chapelle, la maison du chapitre, un dortoir, le réfectoire, et dans la cour intérieure avec une enceinte au nord. Une longue et haute galerie conduit à l'angle sud-ouest de la tour Dansk, qui sert aussi à la défense. Les fenêtres ouvragées de la galerie extérieure. L'épée ou la vache, 60 chéris. Aujourd'hui, il est possible de chanter ces monnaies comme un joli souvenir de votre visite. Mais le bâtiment existant n'étant pas adapté à son nouveau rôle, la construction reprend donc et durera près de 40 ans. La cuisine et le grand réfectoire, les plus belles pièces du château moyen. Certains détails montrent qu'on y faisait bonne chère. Et l'ensemble ne manquait ni de luxe ni de confort. Dans la galerie du premier étage.
Le réfectoire et le palais servaient aux réunions du chapitre, mais aussi aux réceptions de visiteurs illustres. Le faste et la richesse s'étalent dans tous les détails. Une architecture élégante, une voûte délicatement travaillée, des fresques aux murs et des colonnes sculptées, des sols de carrelage vernissés, mais aussi des circuits d'air chaud pour le chauffage par le sol. Cette galerie de 42 mètres de long menait par un couloir glacial aux latrines, où l'on arrivait sans doute trop tard. Coup d'œil sur la Nogat en contrebas, où se déversaient directement les productions des chevaliers. Coup d'œil sur les douves par la fenêtre des latrines. Malbork avait subi de nombreux pillages de meubles et d'œuvres d'art ou sacrées après les destructions de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la restauration des bâtiments, la création du musée en 1961 était destinée à lui redonner son ancienne splendeur. Une partie des œuvres présentées a été récupérée des décombres. Pièces d'architecture, statues ou œuvres d'artisanat. Depuis, les collectes se sont fortement enrichies et le musée se spécialise en archéologie et histoire de l'art pour la période gothique. Dans la salle des sculptures, on trouve des bustes reliquaires, le grand Christ priant à Gethsémani qui date de l'an 1390, l'autel des 4 Vierges. L'église Notre-Dame, cœur du château de Malbork.
La promenade dans les douves. Les collections d'Ambre comportent des œuvres d'art et des objets usuels ou religieux anciens, aussi bien que des bijoux, dont les plus anciens datent de la Rome antique. La collection de pièces naturelles comporte plus de 700 pièces contenant des inclusions animales ou végétales précieuses. Le château de Malbork est un ouvrage architectural de caractère unique. Les méthodes employées par ses constructeurs pour traiter des problèmes techniques et artistiques ont grandement influencé non seulement les châteaux ultérieurs de l'ordre teutonique, mais aussi d'autres bâtiments gothiques dans une vaste région du nord-est de l'Europe. C'est une création architecturale unique, parfaitement planifiée, sans équivalent dans l'architecture gothique.